Alors, on va laisser place à l'intervention suivante. Christian Charlier et Céline Tovard. Donc, je vais vous les présenter pendant qu'ils s'installent. Alors, Christian Charlier est chimiste de formation, 26 ans de carrière aéronautique dans différents domaines, de la maintenance à la fabrication, en production, qualité, supply chain et technique. Il découvre sa douance à 48 ans et lance, un an plus tard, avec Céline Tovard, une initiative innovante, My Gifted Network, une communauté sur le thème de la douance qui regroupe plus de 760 employés dans le groupe Airbus. Le but de cette communauté est d'informer, d'expliquer la douance et rendre l'environnement de travail plus inclusif, d'accompagner des personnes douées pouvant se trouver en difficulté et les aider à exprimer le meilleur de leurs talents, d'apporter de la valeur en offrant des compétences multiples, des profils visionnaires, agiles et innovants, de promouvoir la diversité cognitive dans les équipes et dans l'entreprise comme une opportunité créatrice d'intelligence collective. Dans un monde qui se complexifie, s'accélère et devient de plus en plus incertain, un monde hyper connecté, hypersensible et fonctionnant par disruption, et face aux révolutions proches, technologiques et organisationnelles, ces profils atypiques sont une véritable richesse. My Gifted Network inspire et aide d'autres communautés à se créer. My Gifted Network est partenaire de Balance for Business, qui fédère les communautés menant des actions sur la diversité et l'inclusion dans Airbus. Et Christian Charlier est membre de Mensa France. Céline Tovard, âgée de 42 ans, est diplômée d'une école de commerce et titulaire d'une licence en achat. Après avoir exercé la profession de commerciale chez Nestlé pendant 3 ans, elle oriente sa carrière vers le métier d'acheteur durant 17 ans et a intégré l'entreprise Airbus en tant que catégorie manager en 2009. En 2016, elle s'est dirigée vers un poste de Business Intelligence Manager pour le département Strategy and Performance d'Airbus Defence and Space. Puis, depuis août 2018, elle occupe la fonction de Supply Chain Quality Manager pour Airbus Commercial. Elle vit en Espagne depuis 6 ans, et c'est à l'âge de 37 ans qu'elle a découvert sa douance. Elle est depuis ce temps membre de Mensa France et invitée Mensa Espagne. Elle a en 2016 co-créé avec son collègue Christian Charlier une communauté au sein du groupe Airbus, My Gifted Network, traitant du haut potentiel intellectuel et qui compte à ce jour plus de 750 membres à travers le monde. Cette initiative pionnière dans le milieu des entreprises a pour but d'informer, de lutter contre les stéréotypes, de libérer les potentiels et démontrer la valeur ajoutée que les profils atypiques peuvent apporter dans les sociétés. Elle a par ailleurs organisé une conférence au sein d'Airbus Espagne traitant du HPI dans le monde du travail, qui a connu un franc succès et un vif intérêt pour les collaborateurs. Elle a, via la communauté, créé un laboratoire d'idées et participe à des groupes d'innovation afin d'apporter des solutions out of the box. Voilà, donc je vais laisser Christian et Céline vous parler de My Gifted Network. Donc d'abord, j'aimerais remercier chaleureusement Laurence Bourg et Véronique Most pour leur invitation aujourd'hui, Coralie pour l'accueil et toute l'organisation, tous les bénévoles de Mensa Alsace. J'ai cru comprendre qu'il y avait une super équipe et qu'elle était très dynamique. Et pour toute l'organisation de cette journée, je sais que c'est pas toujours évident d'organiser ce type d'événement et que ça prend beaucoup d'énergie et de temps à tout le monde. Donc merci à tous. Avant de commencer, je souhaiterais d'abord dire que nous ne parlons pas au nom d'Airbus, mais nous parlons au nom de My Gifted Network, qui est un réseau sur la douance dans Airbus. Juste, si vous voulez vraiment comprendre la genèse du réseau, je ne vais pas revenir sur vraiment la création du réseau là aujourd'hui, parce qu'on veut vous présenter un peu d'autres choses. Je vous invite à regarder l'Intelligence D de Nantes qui a été fait en mars 2017, que vous allez trouver sur YouTube, et qui présente un peu voilà, justement comment on a créé ce réseau, pourquoi, et donc voilà, on ne va pas revenir sur la création en elle-même. Dans cette présentation, je vais faire des généralités. Il faut garder à l'esprit qu'on est tous différents,
même si on a tout un tas de caractéristiques communes, si on a effectivement pratiquement une culture commune et si on se retrouve dans plein de choses, on est quand même différents, on a notre histoire personnelle, on va développer telle ou telle caractéristique, telle ou telle potentialité, et nous avons aussi tous des aspirations différentes. Je le vois au travers du réseau d'Airbus, au niveau du travail par exemple, tout le monde n'a pas les mêmes aspirations et ces aspirations peuvent aussi évoluer, on va dire, au cours de la vie ou au cours de la carrière. La présentation qui va suivre n'a aucune prétention scientifique, hein, c'est juste, déjà j'en ai pas les compétences, et c'est juste la présentation de notre compréhension du sujet, et qu'on essaye de partager en espérant que ça puisse aider certaines personnes dans le cheminement qu'il y a à faire, et je vais y revenir après. C'est aussi une présentation qui est peut-être adaptée à ce qu'on connaît plus nous, qui est une grosse structure, et peut-être qu'on ne va pas retrouver les mêmes choses dans des petites structures comme des PME ou des startups. Donc, My Gifted Network, juste un rappel sur nos objectifs. Le premier objectif, c'est d'informer pour combattre les projections, les préjugés, les stéréotypes, dédramatiser la perception que les personnes ont du haut potentiel cognitif et travailler sur l'inclusion. Le deuxième axe, c'est un axe plus sur les personnes, un axe people. Je suis désolé, à part Airbus, on parle beaucoup anglais, il y aurait peut-être des anglicismes, des trucs qui ne sont pas trop français dans la présentation. Donc un axe people, j'assume. Donc l'idée, c'est de permettre aux personnes déjà de se découvrir, parce que c'est tout juste génial, hein, et plus tôt on se découvre et mieux c'est. De les accompagner aussi sur le cheminement nécessaire pour vivre sa douance plus sereinement et exprimer au mieux son potentiel, et d'aider les personnes qui pourraient se trouver en difficulté dans l'organisation. Et enfin, un troisième axe qui est un axe plus business, qui est de proposer de la valeur à Airbus, justement par la libération de ses potentiels, par les apports spécifiques de notre population et par l'intelligence collective qui vient de la confrontation et du rapprochement de fonctionnements cognitifs différents. C'est vraiment un sujet qu'on essaie de pousser, en tout cas comme idée, que c'est pas en ayant des systèmes qui sont clonés ou formatés sur un même modèle qu'on va vraiment créer l'intelligence collective. Et c'est vraiment par des fonctionnements collectifs différents, donc on a besoin de nous aussi des autres, et on a besoin de se confronter aux autres, et c'est là où on va créer vraiment de l'intelligence collective. Un truc qui est important, c'est que c'est une démarche bottom-up, encore un anglicisme, ascendante, on va dire. Ouais, c'est pas terrible comme truc. C'est-à-dire qu'on fait nous pour nous-mêmes, et on n'attend rien des autres, et on n'attend rien de l'organisation. L'image est sympa. Alors, à Airbus, l'accueil de la direction a été très positif. Notre démarche a été immédiatement soutenue parce qu'elle rentre dans le cadre des diversités et du bien-être au travail, qui sont des orientations fortes portées par Airbus. Mais je dirais pour les organisations en général, pas spécifiquement Airbus, ce sujet reste encore un sujet qui est difficile. Surtout au début, et surtout qu'a priori elles ne s'y attendent pas. Donc ce sujet n'est toujours pas un sujet apaisé, il reste encore trop de préjugés, trop de projections, trop de peurs. Et on va passer, ouais. Donc ça c'est les planches que j'ai présentées, j'ai été invité à l'UIMM, qui est l'Union des industries des métiers de la métallurgie, et j'ai présenté ça, j'ai présenté le sujet, pas que ça, de la douance devant un panel de RH et de DRH. Et en fait, je fais un petit truc qui est basé un peu sur une publicité que vous connaissez tous pour un organisme de crédit, je crois, qui base son argumentaire sur casser les préjugés. Après, bon, les leurs, ils sont peut-être pas très... Bon, on ne viendra pas là-dessus. Donc c'est moi je suis méchant. Ouais, on va revenir sur celle devant. Ah ouais, tu veux aller trop vite, toi. Arrête d'aller si vite, ça revient en arrière. Donc voilà, bon... L'idée
l'idée, c'est le gamin qui arrive, qui disait « Je m'appelle Zinedine, j'aime bien jouer au ballon, et moi je suis méchant », enfin c'est Gru, il s'appelle, je crois, dans Gru. Gru, ouais. Il dit « Tu cours un peu trop vite, ralentis et passe la balle au copain parce qu'il faut que tout le monde puisse jouer ». Donc si vous trouvez ça absurde, bon, on peut passer à la suite. Pareil, donc c'est une jeune fille qui vient de Varsovie et qui dit qu'elle voudrait s'inscrire à la fac de Paris, et puis Gros lui dit bah écoute, retourne d'où tu viens, hein, pourquoi pas une femme qui serait prix Nobel, hein, et retourne faire ton métier de gouvernante. Voilà, si ça vous choque, on va passer à la suite. Et ça, c'est un gars qui aime bien souffler dans sa trompette, hein, il s'appelle Mice. Et puis Gros lui dit tu me casses les oreilles avec ton bruit, si tu veux apprendre la musique, t'as qu'à faire du piano comme tout le monde. Vous trouvez ça idiot. Et après, bah, c'est ce qu'on vit un peu tous. Voilà, je m'appelle Zoé, j'aime bien jouer avec des idées, des concepts, faire des liens, je vois ce que les autres ne voient pas, je trouve des solutions créatives et efficientes. Et ça, c'est dans le monde de l'entreprise. Et Gros lui dit encore une qui se prend pour une surdouée, t'es gentil, on ne te paye pas pour avoir des idées. C'est un peu ce qu'on a tous vécu, je pense. Donc voilà, donc ce qu'on accepte finalement d'un sportif qui puisse être doué, ce qu'on accepte d'un musicien ou d'autres choses, voilà, où ils vont être portés. Dès qu'on parle d'intelligence, ça devient problématique. Et est-ce qu'il faut qu'on ait tous un prix Nobel pour enfin être reconnus voilà, dans notre don? Alors, je vais revenir sur notre modèle et la grande agilité de notre modèle, parce que, comme je disais, le sujet n'est toujours pas apaisé. La grande agilité de notre modèle, c'est de pouvoir adresser le sujet des hauts potentiels cognitifs dans l'entreprise sans que ça vienne directement de l'entreprise, sans que ça fasse partie de la politique de l'entreprise. Puisqu'en fait, on est une communauté à l'intérieur de l'entreprise et c'est pas l'entreprise qui prend le sujet. Donc nous, on l'amène. Et ça facilite quand même pas mal les choses. Je vais citer Catherine Bénard-Perron qui a fait une conférence à Mensa Île-de-France l'année dernière, qui est très bien, je vous invite à la regarder sur YouTube aussi, il y a plein de conférences sympas de Mensa, qui dit que les difficultés de notre population viennent de ne pas être comprises dans leurs différences, de l'isolement social, de la difficulté de trouver des pairs pour échanger au même niveau. Je dirais notre communauté elle répond un peu à tout ça, hein, justement de ne pas être isolé, de trouver des pairs et d'essayer d'être un peu mieux compris. Ce que j'ai pu observer depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, presque 2 ans et demi, qu'on a ouvert la communauté, c'est justement l'impact sur notre population, dans l'entreprise mais aussi à l'extérieur, hein, et le fait d'adresser ce sujet, de le faire connaître de plus en plus dans l'organisation, permet à notre population de changer d'état d'esprit et de changer de posture. C'est-à-dire de passer d'une situation où certains se trouvaient en difficulté, voire en souffrance, dû au décalage, aux incompréhensions et à l'isolement, ce que je disais juste avant, et certains cherchaient même à masquer leurs différences. Ils en avaient presque honte. Et c'est un état où maintenant, ils se rendent compte qu'ils sont légitimes dans leurs différences. Ça, c'est important. Ils sont légitimes dans leurs différences. Ils peuvent mieux se comprendre et s'accepter, et ils sont fiers de ce qu'ils sont, et peuvent enfin libérer leur potentiel et leurs talents. Alors, quand on a créé cette communauté, il y a des réactions forcément qui étaient d'incompréhension. On nous a demandé pourquoi vous faites ça au début. Bon, après, on a expliqué, on a pris les rames, on a peu expliqué, mais bon, ça a été quand même assez vite compris. On nous a aussi reproché l'idée que le fait de faire une communauté, et ça rejoint peut-être une question de tout à l'heure, où on parlait de l'esprit communautaire de Mensa, serait contraire à l'inclusion souhaitée. Et en fait, nous, dès le départ, notre communauté a été ouverte à tout le monde, que ce soit des HPI ou des non-HPI, parce que l'idée c'était d'expliquer aux autres, et si on s'explique à soi-même, c'est sympa, mais ça va pas être super utile. Donc notre communauté est ouverte dès le début, et on a proposé un modèle dont l'idée est d'augmenter le taux d'inclusivité. Donc en fait, je veux bien sur les planches. Je ne sais pas si c'est très visible, parce que c'est écrit petit et puis il y a de la lumière.
En fait, quand on a une différence, on va dire, il y a différents modèles qui peuvent exister. Il y a l'idée de la ségrégation où les gens différents sont à part des autres. Il y a l'idée de l'intégration, c'est-à-dire qu'ils sont dedans, mais ils sont quand même à part à l'intérieur, quoi. Il y a l'idée de l'assimilation, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde soit pareil, donc on les repeint en blanc pour qu'ils soient comme les autres. Ça, c'est un modèle dans la culture française qui a été beaucoup utilisé. L'intégration, ça ressemble plus à la culture peut-être anglaise, où il y a des communautés qui vivent quand même très bien et qui arrivent à échanger avec d'autres, mais qui restent quand même dans une idée de communauté. Et puis après, il y a le modèle qui nous est vendu, qui est le modèle de l'inclusion, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde vit ensemble, et c'est super, et voilà, le monde est bisounours. Donc là, c'est une réalité, puis bon, est-ce que c'est vraiment... voilà. On va passer au suivant. Donc sur notre modèle, le modèle que nous on présente, c'est effectivement le modèle de cette communauté qui est à l'intérieur, qui est poreuse, dans lequel on va retrouver des gens au potentiel cognitif, et puis des gens qui s'intéressent au sujet, et puis des gens, par exemple, qui ont des enfants et qui, eux, ne le sont pas. Voilà, et donc ça reste quand même une communauté qui reste poreuse, et après il y a le reste du monde où on va trouver aussi des gens au potentiel qui ne font pas partie de la communauté, parce que c'est leur choix, et ils ont raison, tout le monde a raison. Et après on va trouver, je vais appeler ça des HPI friendly, c'est les petits points verts. Donc l'idée c'est d'augmenter ces points verts, quoi. C'est d'avoir de plus en plus de HPI friendly. Et ce modèle-là, voilà, tant que le modèle des bisounours qui ne pourra jamais exister n'existera pas, c'est finalement un modèle qui permet d'améliorer l'inclusion, le but recherché. Alors, oui, si on parlait maintenant de solutions, un autre concept qu'on essaye de pousser, c'est l'idée de co-responsabilité. Co-responsabilité entre les entreprises et notre communauté. Donc dans les entreprises, je dirais la responsabilité des entreprises, c'est d'abord d'avoir une politique claire sur les bénéfices de l'inclusion et de la diversité. Quelle que soit la diversité, pas que la nôtre. Donc ça, que ce soit clair au niveau de la stratégie RH, de la communication, à la limite même le marketing, et aussi dans les modèles de management. La responsabilité de l'entreprise, c'est de favoriser l'écoute de toutes les diversités, d'améliorer le travail ensemble dans l'acceptation de toutes les différences, dont notre différence de diversité cognitive. Alors dans Airbus, c'est ce que fait Balance for Business. Tout à l'heure, ça a été cité, et bon, ça ne vous parle pas spécialement, mais Balance for Business, c'est une grosse communauté qui fédère toutes les communautés liées à la diversité et l'inclusion. Et cette année, il y a 2 semaines, je crois, ils ont organisé un très gros événement qui s'appelle le Forum... 6 septembre. Le 6 septembre, oui. Le Forum, donc ça fait un mois déjà. Le Forum Invictus, qui a été vraiment un très très gros événement, justement, sur l'inclusion et les diversités, et sur l'apport des diversités à l'entreprise. Autre fait marquant, depuis cette mi-année, lors d'un symposium sur le leadership, Airbus a remis à jour les valeurs de l'entreprise et a mis l'accent sur le respect des différentes formes de diversité, y compris le genre, l'âge, les aptitudes physiques, l'origine ethnique et raciale, l'orientation sexuelle, l'éducation, l'expérience personnelle, et l'intelligence cognitive. Donc ces 2 petits mots, l'intelligence cognitive, moi j'aurais même pas osé parler d'intelligence, tellement on s'auto-censure. J'aurais parlé de diversité cognitive, voilà, donc là c'est intelligence cognitive, c'est énorme, pour moi c'est un cadeau extraordinaire. La diversité cognitive fait pas partie des obligations légales, parce que dans toutes les autres diversités, le genre, etc., c'est des obligations légales. Il faut que les entreprises montrent ce qu'elles font comme politique par rapport à ces sujets-là. La nôtre n'existe pas en termes de diversité légale, donc c'est d'autant plus important.
Et ça montre vraiment le courage et l'innovation d'Airbus dans le domaine humain et pour faciliter l'inclusion et profiter de la richesse de toutes les diversités. Alors, dans les co-responsabilités, toujours du côté de l'entreprise a également, de notre point de vue, la responsabilité de former les acteurs clés, c'est-à-dire les ressources humaines, c'est-à-dire les différents services médicaux, l'assistante sociale, enfin toutes les personnes qui sont là autour de la partie humaine, pour qu'ils aient une compréhension du sujet et évitent, pour ce qui est le médical, par exemple, des erreurs de diagnostic, puisque malheureusement ça arrive encore trop souvent. L'autre responsabilité, c'est d'utiliser autant que faire se peut les personnes au potentiel sur des postes qui leur correspondent. Donc tâches multiples, variées, de l'espace, de l'autonomie, un cadre de travail flexible, du sens, un management aidant, respectueux, compréhensif. Elles peuvent être particulièrement épanouies, donc nous pouvons être particulièrement épanouis et performants dans certaines conditions. Par contre, ces forces peuvent devenir et se transformer en fragilité lorsqu'on est placé dans un contexte qui est défavorable. Je ne sais pas si vous connaissez la poésie de Charles Baudelaire, l'Albatros, qui finit par « ses ailes de géant l'empêchent de marcher ». Effectivement, si on n'est pas dans le bon environnement, c'est plus difficile pour nous. Après, ça peut aussi passer par des conditions de travail adaptées. Il y a la mise en œuvre du télétravail côté Airbus, c'est pas spécifique pour nous, c'est pour l'ensemble de la population, mais c'est vrai que c'est un truc dont on bénéficie, qui est intéressant. Et après, il y a la possibilité, par exemple, quand on a des hyperesthésies auditives, d'avoir des équipements réducteurs de bruit. Il y a des casques, je crois que c'est Bose, je ne veux pas faire de la pub, mais c'est apparemment très très performant et ça permet justement de vivre dans des open space sans trop souffrir. Alors là, c'est une petite slide plus liée sur le management et des solutions pour le management qui ont dans leurs équipes des gens comme nous. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire, faire confiance, pas de micromanagement, ça c'est tout à fait horrible. Une flexibilité dans le travail, alors je parle des postes, des horaires, mais aussi dans l'approche du travail. Une approche collaborative, avoir une certaine stimulation intellectuelle, on l'a dit tout à l'heure, plus on a de sujets différents et finalement plus on va performer. De la bienveillance, alors plus on va performer, ça ne veut pas dire qu'il faut nous en donner plus, et ça aussi c'est une incompréhension. Même un de mes chefs récemment, qui pourtant lui l'est, mais n'a pas forcément complètement cheminé, m'a dit puisque tu es surdoué, on peut t'en donner plus. Je lui ai dit non, c'est pas comme ça que ça marche. Même si on est capable, bien sûr, d'en faire plus, mais ça va être encore mal interprété. Je vais avoir des mots d'injure sur YouTube. Donc l'honnêteté intellectuelle, donner de la cohérence et du sens au travail, et surtout laisser, comme je disais, la flexibilité, donc la liberté du chemin, et de juger sur le résultat. Et pas d'imposer des outils qui ne sont pas faits pour nous, mais des process qui ne sont pas faits pour nous, sachant qu'on peut aller plus vite parfois et qu'on peut avoir un meilleur résultat. C'est parti pour les insultes. Donc si on vient sur notre responsabilité à nous, on a bien dit co-responsabilité. La première responsabilité, c'est de se comprendre. Alors c'est sûr que si on est dans le déni, là c'est mal barré. Donc se comprendre et s'accepter dans notre différence. Donc pour cela, il y a plein de livres, on l'a dit juste avant, il y a les conférences de Mensa, qu'on trouve sur YouTube. Il faut comprendre comment nous fonctionnons au travers de cette grille de lecture de la nuance, l'accepter, et je dirais même d'en être fier. C'est ce nécessaire ancrage identitaire qui permet après d'aller vers l'autre sereinement et sans masque. Le deuxième sujet du cheminement qu'on a tous à faire une fois qu'on a compris qu'on fonctionnait comme ça, c'est de comprendre et d'accepter que les autres sont différents. Parce qu'au départ, on ne l'imagine pas, et tant qu'on n'a pas compris effectivement que les autres sont différents, on pense que tout le monde fonctionne comme nous, c'est pas vrai.
ça facilite, et quelque part, c'est notre responsabilité, je dirais, de prendre en compte la relation et l'interaction avec les autres. Faut pas s'attendre que ce soit eux. Je dirais que nous, on a la compréhension des demandes, une fois qu'on a suffisamment cheminé, et c'est à nous, malheureusement, de faire l'effort, sans se renier, d'aller vers l'autre, et de prendre cette responsabilité de l'interaction. Je dirais que c'est presque une approche interculturelle. C'est vraiment deux mondes, et il faut vraiment comprendre la culture des deux mondes, et après, une fois qu'on a compris, fonctionner. Donc, pour ma part, lorsque j'ai fini tous les livres sur la douance, j'avais très bien compris comment je fonctionnais. Mais j'avais toujours pas compris comment les autres fonctionnaient. Donc j'ai essayé d'observer, d'analyser, et chaque fois qu'il y avait un décalage, je me suis construit ma boîte à outils, mon guide de survie. Alors juste pour les livres, j'en citais deux, ça a été, il y en a qui ont été présentés tout à l'heure. Moi, il y a deux livres qui m'ont vraiment structuré, je dirais, c'est la partie de Thierry Prunel dans le livre qu'il a coécrit avec Ariel Ada, qui s'appelle Adultes sensibles et doués, donc où il vient vraiment sur les sujets de la vie au travail, on va dire. Et puis le livre de Cécile Bost, S'intégrer et s'épanouir dans le monde du travail. Donc c'est vraiment, je cite ces livres parce que c'est lié au travail. Hein. C'est le sujet dont on est appelé à parler aujourd'hui. Ensuite, dans le cheminement, il faut comprendre l'entreprise et les organisations. Et parfois, ça, on n'a pas toutes les clés, on a du mal. Il faut stopper les projections idéatives pour se reconnecter régulièrement et sans complaisance au principe de réalité. C'est ce que j'ai dit, fini le monde des bisounours. Qu'est-ce que vous entendez par idéative ? Alors, on parle par exemple des projections que les autres ont sur nous, les préjugés, les projections, les peurs, etc. Mais nous aussi, on a des projections. Et on a des projections, entre autres, sur les entreprises. Et on voudrait que l'entreprise ressemble à l'entreprise idéale telle qu'on la voudrait, avec notre exigence de perfection, de justice, de tout ce qu'on peut... De valeur, oui. Et finalement, l'entreprise, elle ressemble pas forcément à ça. Et quelque part, il faut l'accepter. Et tant qu'on ne l'accepte pas, on va se taper la tête contre un mur, on va se faire mal à la tête. Et on va s'épuiser. Et il y a un moment, il faut accepter que l'entreprise n'est pas forcément juste. Elle est parfois injuste, hein, on le vit tous les jours. Elle n'est pas forcément hyper efficiente telle que nous, on aimerait qu'elle soit. Mais bon, elle fonctionne quand même. Hein, mais bon, on a plein d'idées pour qu'elle marcherait vachement mieux. Mais bon, c'est comme ça qu'elle est. Donc il faut l'accepter. C'est le monde réel. Voilà, on n'est pas dans le monde de bisounours où on rêve d'une entreprise telle qu'il faudrait qu'elle soit. Mais on revient dans la réalité. Et tant qu'on n'est pas dans cette idée de se reconnecter avec cette réalité-là, on va avoir des difficultés pour s'insérer, pour être inclus dans l'entreprise. Oui, ce que vous dites, c'est pas avoir de projection réalistique, se faire une idée idéaliste de l'entreprise qui va changer, etc. Mais idéative, je ne vois pas. On est sur la sémantique, quoi. C'est plus dans le thème des idéations. D'accord. Non mais, pardon. Oui, tu veux. Idéative, parce que selon les derniers tests qui sont faits sur les talents en entreprise, on parle beaucoup d'idéation. Donc c'est dans la mesure, si vous voulez, que on pense que l'entreprise, ça peut être aussi relevé du monde des idées. Mais on n'est pas à ce niveau-là. On est plus sur de la performance et de la rentabilité. Et enfin, je dirais, le dernier sujet qui nous appartient, c'est de travailler sur les émotions. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, hein, on est des gens plus, et aussi sur ce domaine-là, ça fait partie du package, hein, on n'a rien demandé à personne, mais on est plus dans l'émotion. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est une intelligence qui s'apprend. C'est pas une intelligence dont on est doté, hein, ça fait partie d'intelligence qu'on appelle cristallisée. Comme c'est le disque dur, on va dire, par opposition à l'intelligence fluide, dont nous on est assez doté, qui est un peu le microprocesseur.
Donc il tient qu'à nous de travailler sur cette intelligence, sur ces intelligences, parce qu'il y a aussi une intelligence qui est liée aux stratégies sociales, qu'il faut qu'on apprenne mieux. Donc ça, c'est vraiment un travail à faire. Moi, j'ai écrit un article que je partage dans le réseau, mais aussi un peu à l'extérieur, justement sur comment faire avec ses émotions quand on est hypersensible et doué. Et voilà, donc un jour, si Mensa m'invite à présenter, je pourrais parler aussi de ça. Mais bon, on n'a pas le temps aujourd'hui, et il y a d'autres sujets que j'aimerais parler aujourd'hui que je ne pourrais pas. Depuis le début de la communauté, alors, personnellement, moi je rencontre souvent des personnes en face à face, parce qu'elles se retrouvent en difficulté ou parce qu'elles viennent de découvrir leur douance, et certaines grâce à notre réseau, ça c'est tout juste génial. Et je crois que depuis le début de la création, j'ai rencontré plus de 50 personnes comme ça, parfois plusieurs fois, pour justement les accompagner et leur expliquer ce cheminement nécessaire. Donc oui, ce que je disais, c'est que j'aurais bien aimé vous parler aussi de ma boîte à outils et de mon guide de survie, mais quand on aura fait une revue un peu de préparation avec Céline et qu'on a regardé tout ce que j'avais à dire et toutes les planches, on s'est rendu compte que j'allais exploser le temps. Donc je dirais, je vais inviter Mensa à me réinviter, s'ils osent encore. Et puis je ferai un sujet juste là-dessus, parce que vraiment j'aimerais vous transmettre ces trucs et astuces et cette boîte à outils. Voilà. C'est un sujet que je ne peux pas aborder trop rapidement, parce que, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas un sujet apaisé, notre sujet. Et parfois, ce que je peux dire, ce ne sera pas forcément politiquement correct. Donc déjà, il faut expliquer un peu, mettre une introduction au truc. Parce que ça va forcément, il y a des propos qui vont choquer les personnes qui ne sont pas comme nous, qui vont les agacer, qui vont les renforcer dans leurs préjugés. Et donc, c'est un peu difficile parfois de diffuser largement ce discours, parce qu'il sera jugé prétentieux, hautain. Et en fait, le simple fait que vous existiez, le simple fait d'exister, oui, le simple fait de dire que vous pouvez avoir des capacités pour ressentir, pour capter des signaux faibles, pour anticiper les risques, pour analyser rapidement et en permanence, pour faire preuve de plus d'empathie, tout ça. En fait, vous vivez la réalité augmentée, sans lunettes connectées, sans exo-gadget, ou je sais pas quoi, vous, c'est naturel. Et simplement de dire ça, c'est faire preuve de prétention, et ça peut être mal reçu et mal interprété, compris. Donc j'invite encore Mensa de me réinviter. Et je ferai le guide de survie, la boîte à outils, parce que j'en ai pour une demi-heure, voire plus, parce qu'une fois que je suis lancé... Alors, il faut effectivement comprendre que notre population n'a pas les mêmes référentiels sociaux et culturels. Donc l'idée de cette boîte à outils, c'est de faire un peu un reformatage, ce que je disais tout à l'heure, de bien comprendre ce qui se passe et de se reconnecter avec la réalité. C'est presque un reformatage, une reprogrammation par rapport à notre culture initiale. Et ça, c'est tout à fait faisable. Il y a effectivement des explications sur la plasticité neuronale, donc ça va faire appel à votre plasticité neuronale pour recréer de nouvelles connexions et de nouvelles autoroutes, et après, ça fonctionnera très bien. Je ne peux pas m'empêcher, je vous donne juste deux trucs, allez, parce que j'arrive à sortir du reste, parce que sinon le reste c'est vraiment un tout. Le premier truc, c'est d'arrêter de se mettre des objectifs inatteignables. Et pour ça, on est bon. Je connais même des collègues qui s'en rajoutent en plus des objectifs que leur donne la boîte, parce que l'histoire qu'il n'y en ait pas assez. Donc, et en plus, à la maison aussi, on s'en rajoute, on s'en fait 200% au boulot, puis 200% à la maison. Parce que, le problème, c'est quand on se met des objectifs à ce niveau-là, et qu'on arrive là, on n'est pas content. Et alors là, perte d'estime de soi, on est très bon pour ça, perte de confiance en soi, etc. Donc si on arrête de se les mettre là et qu'on se les met là, sachant que la majorité des gens, ils sont là, donc on n'a pas trop de scrupules à avoir en étant là, et là on les atteint, et là on est content, et là on a une bonne estime de soi, et tout va très bien, et tout le monde est content, parce qu'en étant là, déjà on est supérieur à la majorité des gens. Donc ça c'est le premier truc, et ça faut vraiment s'obliger à arrêter. Moi j'ai une collègue qui rentre tous les soirs à 9h du soir,
chez elle, qui après s'occupe très vite de ses 2 gamins parce qu'il faut les faire manger, les devoirs, la douche, machin. Elle culpabilise évidemment parce qu'ils vont se coucher tard, et puis après elle attaque les lessives et tout, enfin voilà quoi. Donc on réduit, on calme un peu, on ralentit, et voilà, on arrête d'être là. Le deuxième truc, toujours sur l'estime de soi, parce que c'est un sujet sur lequel on a parfois des difficultés, hein, ça c'est lié parce qu'on est trop conscient de ce qui se passe autour, mais aussi de nous. Et on est trop conscient de nos défauts, on est trop conscient de nos failles. Et donc, voilà, l'estime n'est pas forcément telle qu'elle devrait, ou en tout cas, voilà. Et ça vient aussi du fait qu'on est toujours dans l'anticipation, dans la projection, dans prévoir, dans regarder devant. Et ce qui est bon de faire régulièrement, c'est, je fais le geste, et je vous invite à le faire, c'est de vous retourner. C'est de regarder derrière. Et vraiment, faites ce geste, mais faites-le régulièrement, et regardez tout ce que vous avez fait, derrière, tout ce que vous avez fait déjà, d'où vous venez, votre parcours, hein, je ne vous connais pas, mais je suis persuadé que la majorité, c'est pas linéaire. De quoi vous vous êtes relevé aussi, ce que vous êtes devenu. Et là, vous pouvez dire finalement que c'est pas si mal. Donc faites régulièrement ce geste, retournez-vous et regardez derrière. N'êtes pas toujours, ne soyez pas toujours dans le prévoir, dans l'anticipation, dans ce qui se passe devant. Et on n'est même pas dans le présent, on est toujours dans prévoir. Donc faites ce geste de regarder derrière. Et là, après, vous allez revenir dans le présent, ancré dans ce que vous êtes. Et vous allez pouvoir le faire sereinement, vous allez pouvoir voir ce qui se passe devant. Et aussi, dans cette sérénité, fonctionner avec les autres en sachant qui vous êtes ici, maintenant. Donc ça, c'est vraiment une chose, un exercice à faire régulièrement, et qu'on ne fait pas. Alors, ce que je vous propose à retenir de cette courte intervention, mais j'ai mis trop de temps déjà, non, hein, je vais pas mettre trop de temps. Pas grave, je rattrape. Chaque fois. Mais je ne veux pas en prendre trop, parce qu'après, il faut qu'on discute. La première chose, c'est que le sujet n'est toujours pas apaisé dans les entreprises, et que ça reste difficile, et que quelque part, ce qu'on a créé, nous, et l'agilité du modèle qu'on a créé, ça permet de parler du sujet sans que ça vienne de l'entreprise. L'impact sur notre population, c'est qu'elle se sent légitime dans ses différences. Et ça, ça change tout. Voilà, l'idée de co-responsabilité qu'on essaye d'amener pour mieux travailler ensemble et dans l'acceptation de toutes les différences. Et après, je dirais comprendre qui vous êtes, comment fonctionnent les autres et l'organisation, c'est-à-dire finalement comprendre les règles du jeu. Réduire la pression, adapter sa vitesse avec la boîte à outils, être bienveillant avec soi-même. Ça, c'est important d'être bienveillant avec soi-même, parce que ça permet d'être bienveillant avec les autres. Et je dirais ces quelques pistes, ça permet justement d'être mieux s'intégrer, de retrouver un équilibre et de s'épanouir dans le monde de travail. Alors on vous a expliqué depuis toujours que vous êtes des vilains petits canards, vous pensez trop ou pas assez, vous êtes toujours trop ou pas assez, vous prenez trop les choses à cœur, vous êtes trop dans l'émotion, voilà, c'est toujours ça, vous êtes différent, oui. Ce que je vous propose, c'est d'arrêter de penser canard, et de penser ce que vous êtes vraiment, de déployer vos ailes, de libérer vos talents, vos potentiels, et surtout de prendre en main l'orientation de ce que vous souhaitez donner à votre vie, aussi dans le monde professionnel mais personnel, et de vous rappeler que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Je te passe. Non, je vais le faire. Tu fais ? Ah, t'es poli. T'es capable de faire 2 choses en même temps. Donc, bonjour à tous, donc Céline Tovar. D'après la présentation, je travaille chez Airbus et je suis donc aussi cofondatrice de la communauté My Gifted Network. Alors, je ne vais pas refaire le laïus sur les remerciements, mais je le dis quand même de tout mon cœur que merci à Mensa Alsace dans sa globalité de nous recevoir et tout le formidable travail que vous avez fait. Pour moi, c'est une vraie découverte, cette région, et j'en suis très très heureuse. Donc, merci aussi à vous tous d'être ici. Moi, ce que je vous propose d'aborder, c'est retour d'expérience sur comment s'intégrer dans le monde du travail. Alors, retour d'expérience, je ne suis pas experte.
elle est basée sur les différents échanges que l'on a eus au sein de notre communauté, aussi dans les livres, forcément, et puis sur tous les différents blogs. Mais c'est vrai que l'intérêt aussi d'avoir une communauté, c'est de pouvoir échanger entre nous dans le même lieu de travail, parce que faisant partie de Mensa, je me suis enrichie des échanges qu'il y a au sein de Mensa, mais c'est vrai qu'avec la communauté, on est exactement dans le même environnement de travail, donc on se comprend aussi sur des particularités qui sont liées à notre entreprise. Et puis, ce que je veux aborder après, c'est quel avenir pour les HPI. Je me base aussi sur les différentes tendances économiques actuelles. Voilà pour ma partie. Alors, je ne vais pas faire du politiquement correct, volontairement. Donc, je vais certainement choquer plus d'un. Je ne vais pas m'en excuser pour autant. Voilà. Donc, au moins, je pose les conditions. C'est vrai que depuis que j'ai découvert ma surdance, parce qu'on va appeler un chat, je l'ai découverte au travers de mes enfants. Ça a été un vrai choc. J'en ai même pleuré toute la nuit. J'ai mis beaucoup de temps à m'en remettre, on va dire. J'ai été beaucoup moins rapide que Christian sur le sujet. Et puis petit à petit, j'ai rencontré des gens au sein de Mensa, et puis s'est formée l'idée de monter la communauté. Et en montant la communauté, on a reçu énormément de témoignages, c'est-à-dire que dès qu'on a ouvert la communauté, alors ça fait partie aussi de la conférence qu'on a déjà faite, dès le lendemain, on avait au bout d'une semaine, on avait 70 membres, mais dès le lendemain, on avait tellement d'appels, de messages ou quoi que ce soit, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin et que les gens souffraient énormément. Alors, je ne veux pas réappuyer le surdoué égale une personne qui souffre, c'est pas du tout le cas, mais souffrir de l'isolement, de l'incompréhension, ou de se sentir vraiment isolé, voilà, et de ne pas pouvoir être naturel. Si on repense à ce qui a été dit avant par Bénédicte et Laurence, et ce qui a été dit aussi par Christian, quand je dis qu'il faut appeler un chat, c'est que là je présente les deux cas, Einstein et Edison, il y en a plein d'autres. On a parlé de Steve Jobs tout à l'heure, donc en effet, il a abandonné l'université de Stanford pour monter sa propre entreprise. On a souvent tendance à penser qu'un surdoué, c'est une personne qui réussit à l'école. Alors il y en a, bien sûr, et heureusement. D'après les statistiques, ce serait un tiers. Très bien, peut-être un peu plus, et tant mieux, et je pense que c'est un peu plus. Néanmoins, il n'y a pas besoin d'être, brillant à l'école pour se dire qu'on est surdoué, et un surdoué ne réussit pas forcément à l'école. Est-ce que ça engendre que l'on puisse réussir dans la vie ? Bah oui, finalement. Si on prend Einstein, il avait été donc refusé de l'école polytechnique. On lui disait même qu'il serait plus doué pour les arts que pour les sciences, et finalement, il a quand même reçu le prix Nobel de physique. Si on prend Edison, il avait été viré de son école à l'âge de 7 ans parce qu'il était jugé incapable à suivre le cursus scolaire. Et par la chance, par la bienveillance de sa mère, il a réussi à se considérer, grâce à une certaine auto-estime, à pouvoir justement développer son potentiel. Les messages clés que je veux développer là, c'est que la société n'est pas prête à nous recevoir, soyons clairs. Le système scolaire, parfois, peut être bienveillant, c'est pas toujours le cas. Donc se construire une image identitaire suffisamment assise pour pouvoir se développer dans le monde du travail, c'est compliqué. D'autant plus que quand on prend le cas des enfants à l'école, souvent ils se sentent pas à leur place, et quand ils arrivent dans le monde du travail, donc les futurs jeunes diplômés, etc., on arrive dans le monde du travail en se disant génial, bon, je me suis un peu freinée à l'école, maintenant je vais pouvoir y aller, je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure. Et bien malheureusement, c'est pas souvent le cas. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous allez trop vite. Donc aller trop vite, ça engendre une menace. Une menace pour le système, parce que finalement, vous mettez en danger la structure, parce que la structure, ce qu'elle veut, c'est pouvoir canaliser ses ressources. Donc si vous êtes trop out of the box, vous mettez en danger le système. Et en plus, vis-à-vis de votre hiérarchie. Parce que si vous repoussez sans arrêt vos propres limites, vous le confrontez, votre manager, à ses propres limites. Et tout de suite, vous lui mettez comme un effet miroir. Voilà, tu n'es pas suffisamment compétent. C'est un peu le message que vous renvoyez. Enfin, qu'on renvoie, parce que je suis dedans aussi. Moi, je l'ai expérimenté et je me posais souvent la question, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi mon manager se sent tout le temps menacé ? On a l'impression que j'ai les dents qui rayent le parquet, alors pas du tout. Moi, ce que je veux, c'est travailler avec mes petits camarades, dans une bonne ambiance, l'esprit soudé, la justice, l'équité et pas l'égalité. Enfin, voilà, toutes ces valeurs-là, et on vous remet en question sur ces points-là.
Et puis avec la communauté, j'ai rencontré plein de personnes qui finalement étaient dans la même problématique. Et le fait de les entendre parler, là du coup je voyais un peu les erreurs. Donc ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, parce que je vais revenir un peu sur le sujet justement des solutions en entreprise aussi, c'est que à force de s'entendre dire qu'on est trop, qu'on n'est pas assez, qu'on met en danger le système ou qu'on met en danger notre manager, on a tendance à s'annihiler et s'auto-freiner. Et ça, c'est l'erreur à ne pas faire, parce que ça engendre énormément de frustration, on n'est pas bien, on peut tomber dans de la dépression, on va vivre le burn-out, brown-out, enfin, tous les out, on va dire, qui sortent actuellement, et on se met soi-même en danger. Donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, ce qu'a bien démontré, je pense, Christian, c'est que finalement, on a tous des différences, on ne fonctionne pas comme les autres, il faut juste l'accepter, mais il faut aussi reconnaître nos propres valeurs et ce que l'on peut apporter. Et du coup, il ne dépend que de chacun d'entre nous de donner le meilleur de lui-même. Bien se connaître, c'est aussi bien connaître les autres, comment fonctionnent les autres, comment je fonctionne avec les autres, et qu'est-ce que je peux apporter aux autres, et quelles limites je me fixe pour ne pas mettre en danger les autres. Et à ce titre, je veux aussi citer quelqu'un qui est Christelle Petit-Colin. Alors moi, ça a été mon livre où j'ai eu plein de livres avant où je me suis comprise, mais le livre qui m'a permis de comprendre les autres, finalement, c'était celui de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, où j'ai compris que je pouvais être... je vais chercher le mot... je pouvais faire du mal aux gens, je pouvais être... comment on dit néfaste, enfin, pas à ce point-là, mais on en parlait hier avec Laurence, mais le mot m'échappe. Bon, j'ai plus le mot en tête, c'est pas ça, mais peu importe. Voilà, que je pouvais faire du mal aux autres en pensant bien faire. Avec toujours ce fameux aussi syndrome du sauveur. Quand Christian disait les objectifs, il ne faut pas oublier qu'en entreprise, vous avez un chef, lui, il a une vision à 3 ans, on va dire 4-5 ans maximum, de son poste. C'est-à-dire que dans 4-5 ans, il se dit déjà, je passerai au poste suivant. Donc ce qui l'intéresse aussi, c'est sa vision annuelle, puisqu'il est objectivé, il est primé sur les objectifs qui sont atteints. Donc ce qui l'intéresse, c'est les objectifs qui vont être atteints cette année. Et vous arrivez, vous êtes déjà en train de révolutionner le système en montrant les failles et en disant on pourrait faire ça, vision 5 ans, 10 ans, 15 ans. Vous êtes déjà plus sur le même tempo. Et là, il se dit mais alors attends, qu'est-ce qu'elle veut dire elle est en train de remettre en question mon travail. Est-ce qu'elle veut le prendre directement? Ou alors c'est d'accord, t'es gentil, mais au final, t'es en train de dire quoi? Que je suis pas suffisamment intelligente pour voir au-delà de ça, au-delà de toi, de ce que tu vois toi. Et là, vous êtes juste maltraitant. Le mot est revenu. Maltraitant. Moi, ce livre, il m'a beaucoup apporté aussi dans ma vie personnelle. L'extraterrestre à la maison, c'est mon mari. Enfin, c'est ce qu'il pense. On a encore des doutes. Mais du moins, c'est lui le normopensant, on va dire. Et c'est super intéressant de pouvoir s'enrichir aussi de sa vision du monde, parce qu'il nous le traduit. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est aussi, la maltraitance, c'est de le voir aussi au quotidien dans votre vie personnelle. C'est de vouloir... alors, je raconte un peu ma vie, mais j'ai un mari qui est très étourdi, qui perd facilement les clés. Enfin, je me suis déjà retrouvée enfermée chez moi, pas pouvoir prendre ma voiture parce qu'il était parti avec mes clés de voiture. Donc, c'est mon manager qui est très content quand j'arrive en retard. Au bout d'un moment, quand j'ai lu ce livre, alors moi, j'ai passé mon temps à lui dire, mais... Comment il fait exprès, c'est pas possible, il anticipe pas, il réfléchit pas. Et lui, le pauvre, il faisait tout son mieux pour, pour essayer de s'améliorer à ce niveau-là. Et puis un jour, j'ai trouvé la solution, je me suis dit, mais le pauvre, il peut rien, il est comme ça, c'est naturel, et il fait des efforts, mais à un moment, il arrive à sa limite. Donc j'ai une boîte que j'ai cachée, où j'ai tout le double des clés. Comme ça, voilà, j'ai solutionné, et lui, il n'est plus frustré, je ne suis plus frustrée. Donc ce sont ces petites astuces aussi qu'il faut prendre en compte quand on dit bien se connaître et bien connaître les autres, c'est aussi ça qui est important. En termes de stratégie, c'est aussi de ne pas se cacher. Alors, ne pas se cacher, ça ne veut pas dire ne pas revendiquer. On fait vraiment la différence entre information et revendication. Si vous arrivez en entreprise en disant je suis HPI, je suis surdoué, etc., vous avez droit dans le mur parce que déjà ça ne veut rien dire. On touche à l'ego, alors je reviens sur les fameux slides avec Grou de Moche et Méchant. Ça ne dérange personne dans le monde du travail de dire
j'écris mieux que toi, j'ai de plus grandes facilités à parler devant le public que toi. Plein de compétences comme ça. Mais par contre, si on a le malheur de dire je suis intelligent, enfin je suis surdoué, pardon, donc je suis plus intelligent, et je n'ai pas peur de dire que c'est aussi quantitatif, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Wechsler. Donc excusez-moi, je fais juste un petit parallèle sur les questions et les présentations. Soyons clairs, être surdoué, c'est aussi être quantitativement et qualitativement plus intelligent. Une fois de plus, Wechsler le dit très bien, et c'est quand même lui qui a fait son métrique. Un métrique, ça mesure une quantité, donc un QI, ça mesure un métrique. Voilà, donc ça, moi je me positionne là-dessus. J'entends que tout le monde ne va pas forcément se positionner dessus, mais je pense que si on veut aussi faire son coming out et parler clairement des choses, donc appeler un chat, il ne faut pas se renier ou se dénigrer soi-même. Parce que avec tous les débats que l'on fait sur comment on mesure l'intelligence, qu'est-ce que l'intelligence, l'intelligence c'est juste être qualitativement plus ou moins, ou peu importe, je pense qu'on se tire aussi une balle dans le pied. Parce qu'on ouvre la porte aux autres de dire, bon bah finalement c'est pas très clair pour eux, donc vaut mieux qu'ils restent où ils sont, et on s'en occupe pas, puisque de toute façon ils sont même pas d'accord entre eux. Donc c'est pour ça que je n'ai pas peur d'employer le mot surdoué, entre autres. Donc la stratégie que l'on a avec la communauté, voilà, elle est, comme l'a dit Christian, mais je le dis plus d'un point de vue aussi intrinsèque, de libérer le potentiel, d'offrir une valeur ajoutée pour l'entreprise, et donc de changer la considération du HPI dans le monde de l'entreprise. Donc on agit, nous, au sein d'Airbus. J'ai le plaisir et l'honneur aujourd'hui de dire qu'on n'est plus les seuls, puisqu'il y a une communauté, et là je le dis avec beaucoup de sourire, puisqu'Airbus est une entreprise très pionnière, innovante, qui est dans le progrès. On a aussi le monde de l'administration française et de la fonction publique qui a ouvert sa communauté. Donc depuis, je vois des regards ébahis, donc je suis très contente. Depuis le mois de juillet, elle est ouverte et publique. Donc c'est sur le site HPI Fonction Publique. Je répète, hpifonctionpublique.com, que vous pourrez retrouver, où ils traitent du sujet du HPI, ils expliquent, ils démontrent, et en même temps ils ont aussi ouvert un forum pour des échanges. Donc ça regroupe, je le redis bien, donc toute l'administration française, la fonction publique, tous les ministères. Donc si... Hospitalière, le ministère de l'Éducation nationale, etc. Donc le monde est déjà en train d'évoluer sur le sujet des HPI. Et si la fonction publique l'a fait, je vais jouer avec les préjugés, je suis désolée, mais si la fonction publique l'a fait, je pense que d'autres peuvent le faire. Et je tiens d'ailleurs à louer le courage de Paul Delac et Emmanuel, j'ai un trou de mémoire, Tremblay, qui sont les deux cofondateurs de cette communauté. Parce qu'il fallait pouvoir remuer les dinosaures de la fonction publique. Je suis choquante aussi, encore une fois, avec les préjugés. Et oui. Mais justement, c'est pour casser les préjugés, puisqu'ils ont été plus rapides. Et donc la stratégie, pour revenir à celle-ci, c'est déjà en interne, au niveau des employés, donc travailler sur le coming out. Coming out, une autre fois, c'est pas de revendiquer, c'est juste d'informer. Informer, ça veut pas dire je me mets l'étiquette surdoué partout. C'est juste de dire, moi je fonctionne comme ça. Alors là, je viens de prendre un nouveau poste, je suis avec une collègue qui me dédie énormément de temps à me former sur le poste, et je la remercie d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout le même fonctionnement. Donc la question c'est de se dire est-ce que je lui en parle ou est-ce que je lui en parle pas? Juste du fonctionnement. J'entends. Pas forcément lui dire je suis HPI, ça n'a rien à voir. C'est même hors sujet. Et c'est ce que j'ai fait parce que le but c'est que je puisse être formée, que je comprenne les informations. Elle partait sur un système assez linéaire. Je lui ai dit moi là stop, j'arrive pas à comprendre, il me faut d'abord la vision globale avant qu'on rentre dans le détail. Je dis voilà, je fonctionne juste comme ça, et donc j'ai besoin de ça si on veut avancer. Et il n'y a aucun problème, parce qu'on est tous différents de toute façon, qu'on soit HPI ou pas HPI. Donc ça peut s'entendre. De dire aussi qu'on fait des liens, qu'on a besoin d'une vision stratégique, qu'on a besoin de donner du sens aux choses. On peut aussi en parler à un manager. On n'a pas besoin de se dire je suis HPI, donc voilà. C'est juste communiquer sur ce que l'on est, et pour ça il faut bien se connaître. Ensuite, ça permettra justement au niveau de l'employé de mieux s'intégrer, de dire qui il est sans se cacher. Déjà, ça évite les frustrations qu'on peut ressentir au quotidien.
C'est un gain d'énergie, parce que c'est compliqué de rentrer dans la petite boîte, on va dire, quand on est des éléphants. Donc on s'économise. Et puis en même temps, ça permet de recueillir la bienveillance aussi vis-à-vis de vos collègues, finalement, si vous leur expliquez juste comment vous êtes. Et eux, en même temps, tout en écoutant comment eux ils sont. Et vous recevez aussi de l'information. Ça vous permet de savoir de mettre votre curseur en termes de temporalité, en termes de, de réflexion, enfin de voir un peu leurs limites, la jauger et de pouvoir s'adapter. Je ne parle pas de suradaptation, attention, vraiment s'adapter. Derrière, le but avec la communauté, c'est au sein d'Airbus de démontrer la valeur ajoutée que peut apporter un HPI, puisqu'on peut travailler sur l'intelligence collective. C'est pas de dire les HPI sont bons pour faire ça, donc il faut absolument les mettre là. Non, les HPI ont quelque chose à apporter que d'autres ne voient peut-être pas, mais à apporter au sein d'une communauté diverse et variée, et pas juste entre HPI, parce que ça n'a aucun intérêt. Et puis justement d'apporter aussi de la proactivité par l'effet visionnaire des choses. Et le but ultime, donc, c'est de pouvoir influencer les entreprises dans le monde entier. On démarre ici. Déjà, on a parlé de nos communautés aux États-Unis, ce qui est très bien, parce qu'en effet, les États-Unis, les anglo-saxons sont un peu plus avancés sur le sujet, mais l'effet pervers de la chose, si je puis dire, c'est c'est tellement pas tabou, on va dire, que des choses se font, mais sans faire vraiment avancer la problématique. Parce que c'est tellement ancré chez eux que finalement, il n'y a pas si besoin que ça de le traiter. Et pourtant, il y a encore des choses à traiter, parce qu'on a dans notre communauté, on ne l'a pas précisé, mais notre communauté, on a des followers partout dans le monde, et on a entre autres aussi des Américains, et qui témoignent aussi qu'ils aimeraient bien faire avancer quand même un peu plus les choses. Voilà. Alors, oui, bon, j'ai loupé mon effet du coup, parce que je ne suis pas en plein écran. La stratégie en pratique, c'est quoi? Comment on s'adapte dans le monde du travail? La première chose, c'est déjà de dédramatiser et humaniser. On n'est pas des extraterrestres, on est des humains, on n'est pas que des HPI, et encore heureux. On a chacun notre personnalité, on a chacun nos potentiels. C'est pas parce qu'on est HPI qu'on va développer qualitativement du potentiel pour l'entreprise. On en a la capacité quantitative, mais pas forcément qualitative, il faut le travailler. Donc c'est vraiment d'humaniser, de faire comprendre que, oui, on n'est pas des extraterrestres non plus, quelque part, du moins on est différents, mais on est gentils aussi. Donc voilà. Je reprends aussi un terme de Fabrice Bach, surfer sur le système. Christian l'a évoqué, c'est très important de bien comprendre comment marche l'entreprise dans laquelle vous êtes. Une fois que vous avez bien compris comment elle fonctionnait, moi ça m'a pris du temps, je ne vais pas m'en cacher, mais une fois que vous l'avez bien compris, ça vous permet de vous dire, ok, alors là ce sont les limites que le monde me met, que le monde de mon entreprise me met, où sont les miennes et comment je peux entre les deux surfer sur le système qui s'offre à moi. Donc c'est se jouer, on va dire, des éléments. Vous avez des outils avec lesquels vous allez pouvoir développer tout en démontrant. Je peux donner un exemple. Dans le nouveau poste où je suis, il y a énormément d'outils informatiques. Moi, je ne suis pas du tout calée en informatique. En plus, c'est pas du tout mon truc. Donc, quand on me demande d'aller chercher un document, je vais passer mais au moins 15 minutes à le chercher. Donc là-dessus, je ne suis pas du tout performante ni rapide. Mon astuce, ça a été de me rendre compte que finalement, j'étais pas la seule. Et que pour un nouvel entrant, c'était pas forcément évident. C'est tout bête, mais j'ai juste créé un portail où je mets tous les outils avec la fonctionnalité. C'est juste visuel, c'est tout simple, c'est très banal. Et voilà, ça plaît et tout le monde est content. Donc ça aussi, surfer sur le système, c'est de pouvoir apporter des choses, apporter de la valeur en démontrant, mais tout doucement. Il faut y aller progressivement. Et ce qui me permet aussi d'arriver aux deux images suivantes, qui sont déjà visuelles, c'est de faire du KISS et faire du Fisher-Price. Alors là encore, je vais choquer. KISS, c'est pas pour Keep it smart and simple, c'est Keep it simple and stupid. Et Fisher-Price, on n'est pas au niveau Lego, malheureusement, des fois on est au niveau Fisher-Price. Pourquoi ? Quand vous arrivez dans un nouveau poste ou dans une entreprise, vous avez envie de démontrer que vous êtes efficace, et en plus on vous challenge à ce niveau-là, parce que vous avez été employé, donc il faut démontrer votre potentiel, vous voulez vraiment y aller. Le problème du HPI, c'est qu'on a tendance à y aller avec toute notre intensité, nos émotions, notre capacité, notre vitesse, nos réflexions, nos idées, etc. Et déjà, stop, on est déjà trop.
Et une fois de plus, on arrive, et au bout d'un mois, si déjà vous faites ce que vos camarades ont besoin de faire en 2 mois, bah, vous êtes maltraitant encore une fois. Et là, vous les heurtez. Donc quand je parle de Fisher-Price, c'est juste pour dans sa tête se dire, bon, il faut que je baisse tranquillement, et que j'amène les choses tout doucement. C'est une question de tempo aussi. Savoir quand les autres sont prêts. Donc ça, c'est important. Si vous voulez pas vous faire bouler dès le départ ou perçu comme la personne qui a les dents qui rayent le parquet ou que vos petits camarades vous voient comme quelqu'un de néfaste pour eux, c'est vraiment temporaliser et comprendre le Fisher-Price et s'adapter à leur fonctionnement. Parce que comme le disait Christian, l'effort, c'est nous qui devons le faire quelque part. Parce que les autres, on ne peut pas leur demander d'arriver à notre vitesse, à faire les connexions, etc., s'ils n'en ont pas la capacité. C'est pas péjoratif ce que je dis, même si ça peut le paraître. Et donc c'est ce qui permet d'appliquer la politique des petits pas. Il faut y aller tout doucement. Sinon, et je vais employer encore un mot qui va choquer, on viole le système, très clairement. On viole le système comme des fois on peut violer le système éducatif. Quand vous arrivez à l'école et que vous dites mon enfant est HPI, il fait une tête de plus que ses camarades, il s'ennuie, il n'interagit pas du tout avec eux, ce serait bien qu'il saute une classe. Vous n'avez pas 100% des écoles qui vont dire bienvenue, allez-y, vous êtes les parents, vous savez mieux que nous. Souvent ce qui se passe c'est oui, mais enfin bon, vous êtes bien gentil, encore un parent qui dit que son enfant est surdoué, il y en a tellement plein. Et puis en plus, nous on sait mieux que vous, parce que c'est l'école. Le monde du travail c'est pareil, vous êtes un nouveau arrivant dans l'entreprise, vous n'allez pas commencer à révolutionner les choses, parce qu'on vous a pas attendu, parce qu'en plus, eux ils sont très bien comme ils sont, ils voient pas forcément qu'il y a des choses qui vont pas, donc ils vont se dire mais il se prend pour qui, le fameux syndrome du sauveur, eux ça les intéresse pas, ils sont très bien, et en plus ils font des bénéfices, donc tout va bien. Vous vous dites oui ça pourrait être plus, et en plus l'entreprise nous dit il faut faire plus. Donc on y va. Mais oui, mais non. Eux, leur rythme, il est très bien. Et en plus, il est très bien, on l'a vu tout à l'heure dans le slide, dans la courbe de Gauss, il est très bien pour 68% des gens. Donc qu'est-ce que vous voulez aller changer? Non. Alors du coup, vous le faites pour vous. Vous le faites, nous on le fait au travers de la communauté, parce que là, on va vraiment à notre rythme. On le fait en faisant des conférences, on le fait en échangeant avec des gens, et puis on conduit les autres petit à petit à nous suivre finalement. En leur démontrant. On leur montre un peu le chemin. Mais attention, on n'a pas non plus la science infuse, on peut se tromper, bien sûr, donc c'est important aussi d'échanger avec eux. Alors, quel avenir pour les HPI? Ça, c'est la grande question. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que... Alors là, je vais reprendre notre amie Cécile Post, avec son fameux Adam Smith. C'est vrai que... mais c'est une réalité, dans le monde capitalistique, les tâches sont partagées et tout est standardisé, harmonisé et une personne pour chaque tâche. Du coup, on a vraiment placé l'homme au cœur de la machine et la machine au cœur de l'entreprise. Donc on a tendance aujourd'hui à fonctionner sur un tempo qui est plus lié à la machine, à l'outil, à la rentabilité. On a perdu un peu le profil humain des choses. Grâce aux nouvelles générations, donc ça commence avec la génération X, la génération Y encore plus et la Z certainement. C'est vrai qu'on voit une vraie évolution, il y a un vrai mal-être, on développe de plus en plus de maladies psychosociales. On voit qu'il y a beaucoup de mal-être au travail. Alors là je parle de tout le monde en général, qu'on soit HPI, pas HPI, peu importe. Et donc les institutions se rendent compte qu'il faudrait peut-être replacer un peu plus l'humain au cœur de l'entreprise. Et ça, c'est un vrai pas, parce que beaucoup d'entreprises commencent à y travailler. Alors, j'ai bien commence, c'est sur certains pays un peu plus que sur d'autres, mais on y vient, parce qu'on s'est rendu compte qu'une personne ne peut pas être rentable comme une machine, et qu'elle a d'autres choses à offrir, notamment des émotions. Donc ça, il faut que ce soit pris en compte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, dans leur recrutement, utilisent de plus en plus d'outils pour identifier les potentiels et les richesses des gens. On a passé notre vie à entendre, et ça alors vous allez dire que je veux tuer l'école, mais dès l'école où on commence, moi je l'ai découvert lors d'une réunion multiculturelle où on voulait nous faire progresser sur l'anglais, donc on était mélangés avec des Allemands et des Espagnols, et on était 3 Français. Et le prof d'anglais, à un moment, nous met 12 sur 20, nous met 12
12 au tableau, et il demande à chacun cette note-là, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, il a fait le tour par nationalité. Ce qui a été intéressant, c'est que nous, les Français, on a répondu... Voilà, moyen, exactement. Ce qui a fortement choqué les Allemands. Parce qu'ils se sont dit, mais moyen, non. La moyenne, vous savez, ils sont très corrects, les Allemands, donc la moyenne, elle est à 10, elle n'est pas à 12. Les Espagnols, non, c'est 12. Donc, c'est pas moyen, c'est même super bien. Quelle est la différence entre nous tous? C'est que nous, ce que l'on voit par rapport à 20, c'est moins 8. Les Espagnols, ils voient plus 12, parce qu'ils considèrent qu'on démarre à 0. Et les Allemands, ils voient plus 2 par rapport à 10, parce que la moyenne, elle est vraiment à 10. Et en fait, le problème, c'est que depuis qu'on est jeune, on nous apprend qu'on ne peut pas se tromper. On n'a pas le droit à l'erreur. Quand vous faites une évaluation, vous démarrez de 20. Et dès que vous vous trompez, on retire des points. Et ça, on l'a ancré dans notre tête, depuis qu'on est tout petit. Ce qui se passe dans l'entreprise, c'est que quand vous faites une erreur, vous vous dites « Ouh là là, il va falloir plus d'1 an pour réparer ça ». Alors que vous auriez fait au moins 100 choses très bénéfiques pour l'entreprise avant, et une erreur, et ça y est, tout s'effondre. Et il n'y a que dans le système français, finalement, peut-être d'autres aussi, je ne connais pas toutes les nationalités, mais, ou du moins tous les pays, mais je veux dire, il n'y a qu'en France que vous voyez ça. Quand vous travaillez avec des Espagnols, non, c'est pas grave, tout va bien se passer, on va réparer. Quand vous travaillez avec des Allemands, bon ok, qu'est-ce qu'on met en action? Enfin voilà, on est déjà dans la proactivité. En France, non, mince, j'ai loupé. Donc tout ça pour dire que le fait que ça change et qu'on remette l'humain au cœur et les potentialités de l'entreprise, ça veut dire aussi qu'on ne travaille plus sur les faiblesses. Je ne sais pas si vous le vivez dans votre environnement, nous chez Airbus, on est en train de développer des outils où on va détecter les forces de chaque personne et les faire travailler pour qu'elles décuplent. Parce que les études montrent que si vous avez un niveau faible ici, vous pouvez mettre en place tous les outils que vous voulez, vous allez progresser. De là, être vraiment efficient, la question peut se poser. Par contre, si vous excellez dans un domaine parce que c'est votre point fort, si vous êtes performant dans un domaine parce que c'est votre point fort, en vous donnant les bons outils, non seulement vous décuplez la motivation des personnes, parce que c'est toujours plaisant de travailler sur quelque chose qu'on maîtrise et que l'on aime réellement, et bien en plus, là, vous allez ultra performer. Donc les entreprises sont en train de jouer leur atout là-dessus pour que l'humain vraiment se développe et performe de plus en plus. Il y a aussi, par rapport à ce qu'on disait d'Adam Smith, on est en train de rechercher de plus en plus la polyvalence et la polycompétence chez les gens. On ne veut plus une personne à une tâche, mais une personne qui a la capacité de jongler sur plusieurs tâches. On veut développer plusieurs potentialités. Donc ça, c'est aussi intéressant. Et ça nous offre un vrai terrain de jeu, on va dire, pour nous, les HPI, puisqu'on aime travailler sur les multitâches. Là où avant, c'était compliqué de dire, ok, j'étais en réunion, donc un workshop qui a duré 5 heures. J'ai travaillé sur mon dossier, en même temps, j'ai écouté ce que m'a dit mon camarade, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Ça passait pas. C'était perçu comme, en clair, il écoute pas, il n'est pas attentif. En fait, non. Là, ça y est, ça commence à s'ouvrir sur ce point-là. Et puis, une autre voie qui est aussi favorable pour le HPI, c'est l'innovation. Alors, ça déplaît souvent quand on parle HPI égale innovation, puisque forcément, ce ne sont pas les seuls à faire l'innovation. Ça ne veut pas dire que les non-HPI ne peuvent pas faire l'innovation. Mais disons que le HPI dans l'innovation peut apporter beaucoup de choses. Le laboratoire d'idées que j'ai lancé au sein de la communauté, on est entre HPI, pour le coup, au départ, du moins, on était entre HPI. En 2 mois, on a généré plus de 6 idées déjà abouties, parce que forcément, les idées fusent beaucoup plus, mais à un moment, il faut s'arrêter sur certaines. C'est là la grosse difficulté du HPI. Et donc, aujourd'hui, on est rejoint par des personnes qui ne sont pas HPI. Et chacun joue son rôle. Et c'est vraiment très, très enrichissant, parce que nous aussi, on a nos limites. Il y a tellement d'idées, il faut les sélectionner. Ah oui, mais alors laquelle, basée sur quoi? Et puis alors, si on arrive à faire ça, parce que si on coordonne avec ça et qu'on fait les liens avec d'autres structures, peut-être qu'on pourrait développer celle-ci aussi en parallèle, enfin bref. Et ça n'arrête pas. Et là, quand vous avez une personne qui n'est pas HPI, elle est juste là pour vous rappeler qu'à un moment, il faut se lancer, il faut suivre une procédure qui vous permettra d'implémenter. Et là, là commence déjà l'intelligence collective, finalement. Donc voilà, l'émergence d'idées, ça va être vraiment aussi un seuil de développement pour le HPI dans l'avenir.
L'effet de temporalité, j'en ai plus ou moins parlé. L'idée, c'est de travailler sur les 2 niveaux. Donc, c'est aussi la stratégie que l'on a au sein de la communauté. On fait des conférences, comme vous le voyez aujourd'hui, en externe. On en fait en interne, donc on en a fait une en Espagne. On va en lancer une aussi en France. Faut savoir que quand on a lancé celle en Espagne, ça a été dit dans ma biographie, on n'avait pas assez de chaises, on n'avait pas prévu un tel succès. On n'avait pas assez de chaises dans l'auditorium qui fait quand même 200 places. Et on s'est retrouvé avec des gens debout, assis. Ça a été un vrai succès. Et c'est très intéressant de voir l'accueil qu'on a reçu de la part des gens qui ne sont pas HPI, qui trouvent que le sujet est super intéressant, qui sont vraiment bienveillants, qui se disent bah oui, on est tous différents, on a des intelligences différentes. Et là, je suis d'accord. Parce que quantitativement plus intelligent, ça ne veut pas dire avoir une meilleure intelligence non plus. C'est juste un métrique. Et notre intelligence, elle a aussi ses limites. Et donc l'idée, c'est de se dire, si on informe réellement de la bonne manière, qu'on arrête de se cacher, de s'annihiler, qu'on fait juste de la bienveillance en disant on est peut-être des extraterrestres pour vous, mais on est des extraterrestres gentils, on arrête d'être maltraitant, on donne de l'information, on supporte, et que derrière on arrive à faire accepter notre cause, on va dire, au sein des normaux-pensants. L'idée, c'est vraiment à terme, pas dire un autre monde bisounours où les HPI sont les meilleurs ou quoi que ce soit, mais plutôt de dire, et ça c'est vraiment notre message au sein de la communauté, on est tous intelligents. On a des formes variées d'intelligence, mais on est tous intelligents. Et moi, mon monde de bisounours, mon idéal à moi, ce serait vraiment que demain, on puisse travailler sur l'intelligence collective, même avec les déficients mentaux, les autres de la com, alors retard mental, déficient mental, sous-déficient mental, il y a aussi plusieurs appellations. Parce qu'eux aussi, ils ont une vision du monde que personne d'autre n'a. Nous, on regarde la bouteille d'eau d'un angle, mais moi, je la regarde de cet angle-là, vous la regardez d'un autre angle. Qui a la vérité sur la bouteille d'eau? Tous, finalement. Et eux, ils ont une vision du monde que nous, on n'arrivera pas à avoir, et elle est aussi juste. Donc l'idée, c'est vraiment de mélanger toutes les formes d'intelligence. Et c'est là où on s'approchera un peu plus de la réalité des choses. Et si je peux conclure là-dessus, c'est cette phrase de Nicolas Proupin qui dit que pour prendre son envol, il faut découvrir ce qui nous donne des ailes. Voilà, et je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a des questions. Bonjour. Dans un premier temps, je voulais vous remercier parce que je trouve que votre présentation, je suis là pour vous, fait du bien. Fait du bien sur le plan intellectuel et fait aussi du bien sur le plan émotionnel. Parce que ce que vous avez expliqué, ça résonne beaucoup avec des problématiques que je vis en entreprise. À ce titre, moi, je suis dans une entreprise qui est extrêmement rigide et qui fonctionne sur, j'ai envie de dire, une surstandardisation, aussi bien des procédures que même des individus. Moi, je ne fais pas mon coming out parce que j'ai la certitude que ce ne sera pas compris, que ce sera mal compris et qu'en plus, je vais être pénalisé par rapport à ça. Donc, je suis en grande difficulté à ce sujet. Quand je vois ça, pour être parfaitement clair, je ressens de la frustration et de la jalousie. Parce que je me dis, bordel, il y en a qui vivent ça, qui mettent ça en place, et ça me rend jaloux. Et voilà ma question, justement, par rapport à ça. Est-ce que vous proposez des séminaires, des aides, des guides pour élargir justement votre formule de My Gifting Network à des entreprises qui ne le pratiquent pas, qui pourraient le mettre en œuvre? Est-ce que vous avez un petit peu des guides, des outils que vous mettez en place ou vous envisagez de mettre en place pour dire, voilà, on fait ça chez Airbus et si vous faisiez ça chez vous? Merci pour ce témoignage et cette question. Alors, être jaloux, je peux comprendre. Moi, j'ai pas passé toute ma carrière chez Airbus. J'ai aussi bien travaillé dans une start-up que maintenant dans une multinationale. Je sais qu'il y a des endroits où on peut faire son coming out, d'autres où non. Donc en effet, il faut être vigilant à ça, parce qu'il ne faut pas se mettre plus en danger qu'on ne l'est déjà, finalement. Malgré tout, ça n'a pas été simple, faut pas rêver. Nous, la communauté s'est ouverte il y a 2 ans, mais ça a été 6 mois de travail avant, donc ça fait plus de 2 ans et demi, donc 3 ans presque, que l'on a travaillé dessus. On n'a pas toujours reçu des portes ouvertes. Et il y a même des fois, ou des jours, où c'était assez difficile, on va dire, même un peu à baisser les bras. Ce qui nous a permis de continuer, je dirais, c'est les gens, en fait, qui étaient autour de nous et qui avaient besoin.
Et nous aussi, on en avait besoin parce qu'on n'est pas, une fois de plus, on n'est pas coach, on n'est pas psy, on n'est pas expert. C'est juste des échanges. Donc oui, je fais une réponse un peu longue, mais juste pour recadrer les choses parce que c'est vrai qu'on l'a peut-être pas suffisamment clarifié ce point-là. C'est pas si simple que ça. Donc en effet, dans une entreprise qui est moins ouverte, on va dire, c'est très compliqué. Néanmoins, il faut se servir, je pense, de HPI fonction publique. Ça, c'est un vrai levier, réellement. Et puis, parce que quand je parlais de stéréotypes, je joue avec les stéréotypes une fois de plus sur la fonction publique, soyons clairs. Mais là, ils l'ont démontré, ils sont très avancés, finalement. Donc ça, on peut envoyer un message avec ça. Et oui, l'idée, c'est aussi de pouvoir accompagner d'autres entreprises. Christian a été à l'UMM. L'idée, c'était aussi de démontrer aux autres entreprises ce qui pouvait être fait. L'année dernière, on a fait une conférence avec des PDG d'entreprises et DRH d'entreprises. Donc, on avait 12 entreprises différentes qu'on a invitées. C'était une conférence privée que Cécile Bost, Mathieu Lassagne et Rachel Godeux ont donnée. Donc, Mathieu Lassagne et Rachel Godeux, qui sont coachs, qui ont expliqué ce qu'un HPI pouvait apporter dans une entreprise. Et ça a été très bien vu. Maintenant, c'est vrai qu'il faut le faire, c'est la politique des petits pas, petit à petit. Et là, je vais passer la parole à Christian, parce qu'il a aussi des bonnes choses à dire avec des entreprises qui l'accompagnent, justement. C'est l'idée. Alors, des séminaires, on aimerait bien en faire. Sauf qu'on a un boulot aussi à côté qui nous nourrit, qui paye les factures, et voilà. Et tout ce qu'on fait, encore une fois, c'est du bénévolat. Alors, oui, on aide des gens à monter des réseaux dans des entreprises. Oui, moi j'ai été beaucoup contacté, j'ai passé plein d'infos, j'ai aidé plein de gens. Sauf qu'au bout d'un moment, il faut y aller. Et il faut avoir le courage d'y aller. Et je dirais, jusqu'à aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont voulu. Et les seuls qui ont passé le pas, c'est effectivement Paul Bellac et Emmanuel Tremblay qui ont été au bout de la démarche. Elle n'est pas facile, cette démarche. Et effectivement, il faut du courage. Ou de la folie, je ne sais pas. On peut appeler ça comme on veut. Je ne sais pas si on a été fous, nous, ou si on a été courageux, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Alors, oui, moi, je suis prêt, encore une fois, à aider dans la mesure où, je dirais, la personne qui va venir vers moi commence déjà à regrouper autour d'elle un certain nombre de personnes qui sont prêtes à y aller. Et que ce ne soit pas individuel, parce que déjà, oui, il ne faut pas y aller seul. Oui. Et puis qu'il y ait déjà un petit noyau dur qui soit vraiment prêt. Et à ce moment-là, oui, dans la mesure du possible, comme je l'ai fait avec Paul et Emmanuel, comme je l'ai fait avec d'autres, j'aiderai. Mais après, pour revenir sur les entreprises qui sont... je ne sais plus comment tu disais... une méthode terroriste qui existe depuis plus de 100 ans et qui a été améliorée et suraméliorée, mais qui est toujours la même méthode qu'il faut exploser. Mais ça va arriver, mais il faut attendre parce qu'ils ne sont pas prêts. Mais ça arrive. Il y a plein de choses qui arrivent dans les entreprises. Et c'est la difficulté aussi de la période qu'on vit en ce moment, c'est qu'il y a plein de messages, il y a plein de discours. Il y a plein de bien-être au travail, de parler des compétences, de ce qu'ont envie de faire les gens, d'expériences super, d'équipes libérées, il y a plein de choses. Mais il y a toute une partie de la population d'entreprise qui n'a pas envie de ça. Parce qu'eux, ils ont été formatés et on leur a expliqué depuis le début de leur carrière qu'il fallait qu'ils rentrent dans le moule et c'est comme ça qu'ils allaient arriver. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus managers et c'est comme ça que, voilà. Et aujourd'hui, eux, ils n'ont pas vraiment envie d'exploser tout ça, parce que ça se comprend. Il faut aussi les comprendre, il faut aussi se mettre à leur place. Et voilà, c'est là où justement la compréhension, encore une fois, des différents mondes. Et ce système, c'est un truc, ça fait plus de 100 ans, c'est Taylor. Il a dit, il faut que la pelle ait telle dimension pour pouvoir balancer le charbon, parce que c'est l'homme moyen. Et la pelle moyenne, c'est ça. La standardisation, on vit ça, mais c'est juste une horreur pour nous, la standardisation. Et la hiérarchie. C'est les deux principes de base, la standardisation et la hiérarchie. Et ça, j'espère qu'on va en sortir, on ne pourra pas continuer de toute façon. Et puis je compte sur la génération qui vient, le millénium là, pour exploser le système, et j'espère qu'ils vont le faire, j'espère qu'ils vont prendre le pouvoir.
je vais encore me faire insulter. J'espère qu'ils vont virer la génération d'avant. Alors je suis désolé s'il y a des 30-40 ici, ben ouais, mais j'espère qu'ils vont vous virer et qu'ils vont prendre le pouvoir. Voilà. Et qu'ils vont exposer le système. Mais ça va, mais pour l'instant, c'est pas encore. Il faut laisser le temps de processer. Nous, on est toujours pressés, on a envie d'aller vite, et voilà, on aimerait bien que ça avance plus vite. Mais quelque part, il faut prendre chaque petite victoire comme une grande victoire. Ce que je disais tout à l'heure, de mettre 2 mots dans les valeurs Airbus en disant intelligence cognitive, c'est un truc gigantesque. Et ça a mis peut-être 2 ans et demi, mais ça aurait pu mettre beaucoup plus longtemps. Et voilà. Et donc, faut laisser le temps, comme on laisse le temps à des collègues qui sont plus séquentiels, que ça atteint le bon niveau pour qu'enfin ils comprennent ou qu'ils voient le mur qu'on essaie de leur montrer. Et à l'entreprise, c'est pareil, il va falloir lui laisser le temps, ça va être long, et peut-être que ce sera pour nos enfants, j'en sais rien, mais voilà. Je voudrais compléter ma question, s'il vous plaît. On était en train de parler de la partie vraiment opérationnelle pour pouvoir mettre en place le réseau. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une taille critique pour l'entreprise? C'est-à-dire que comme on sait qu'on représente 2% de la population, si on est une entreprise de 20 personnes, on ne va pas forcément faire un très gros réseau. Est-ce qu'il y a une taille à partir de laquelle ça devient pertinent de se lancer dans ce genre d'entreprise? Je dirais, si on est une entreprise de 20 personnes, on peut imaginer d'autres solutions. On peut imaginer des réseaux de PME, qui n'est pas le réseau à l'intérieur de l'entreprise, mais qui va regrouper un certain nombre de PME, et pourquoi pas lancer ce genre de choses, voilà. On peut avoir plein d'idées. Hein. Donc effectivement, merci aussi pour cette riche présentation. J'aimerais rebondir sur la création du réseau. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, notamment Christian, vous avez un profil technique. Comment avoir touché les RH et comment... la genèse du réseau au sein d'Airbus. Parce que je travaille dans une société sœur, donc je comprends tout à fait la diversité, tout ce que vous avez raconté, puisque je vis au quotidien. J'ai un constructeur automobile, vous m'avez comprise. Et là, je me dis, waouh, ça pourrait être super, mais comment mettre en place, en partant de d'un milieu technique, mettre en place quelque chose qui touche au RH dans une société où tout est très compartimenté. Donc, je trouve votre association intéressante, technique et commerciale, et j'aurais aimé en savoir un petit peu plus là-dessus. Je ne sais pas si on entend bien, c'est pas terrible le son. On va reprendre. Oui, c'est mieux. Oui, c'est vrai qu'on a des profils différents, c'est aussi une des forces. C'est aussi une des forces qu'on peut avoir, nos profils différents. Je dirais comment on arrive à faire rentrer dans un milieu d'ingénieurs techniques et comment on arrive à toucher les RH. L'idée, c'est vraiment au départ de partir sur le sujet de la diversité et de l'inclusion. C'est la porte d'entrée. Si on arrive en disant oui, on va vous démontrer qu'on est super bon pour faire de l'innovation, on se fait renvoyer à notre petite chaise, ce qu'on a eu droit aussi. On nous a dit, vous pensez qu'il n'y a que vous qui êtes capable de faire de l'innovation, c'est-à-dire que ceux qui en font jusqu'à maintenant, ils ne sont pas légitimes ouais, bon, ok, on n'a pas compris, c'est pas grave. Eux, ils font de l'amélioration, mais bon, c'est pas grave. Donc oui, l'idée, c'est de rentrer par ce biais-là. Alors peut-être qu'on a la chance à Airbus, je reconnais que c'est des sujets qui sont portés. Voilà, la diversité, l'inclusion, c'est des sujets qui sont portés par l'entreprise, parce qu'elle a bien compris que c'était l'avenir. Et donc, on est arrivé peut-être au bon moment, je ne sais pas, il y a eu effectivement les planètes qui sont mises comme il faut au moment où on est arrivé, mais c'est vraiment par ce biais-là qu'on peut rentrer. Et qu'on va aller toucher les RH et qu'on va toucher... voilà. Mais ça prend du temps, hein. Ça se fait pas comme ça, c'est pas parce qu'on a décidé. Hein. Ça prend du temps. Ça nécessite un réseau, donc par l'apport de la diversité, si j'entends bien. Et ben, ça décide de trouver, c'est de trouver les bonnes personnes, oui, d'aller les voir, de leur expliquer, de passer du temps, et de créer son réseau, et de les convaincre. Mais nous, on a été, dès le départ, soutenus par des personnes de la diversité. Hein.
qui nous ont dit allez-y. Alors il y avait deux messages dans le fait allez-y. Il y a allez-y, oui c'est bien, on vous soutient tout ça, puis c'est aussi allez-y, passez devant parce que on verra bien comment ça se passe. Mais bon, on y a été, hein. Voilà. Tu voulais rajouter des trucs? Ouais, non. Ce qui est important aussi, ce qu'on n'a pas précisé, c'était dans la slide de Christian, mais on a des sponsors. Donc il faut bien choisir son sponsor déjà. Ouais, parce que si vous avez un sponsor qui a du réseau et qui a de la visibilité, déjà ça aide. Donc lui, il va vous ouvrir des portes. Alors en effet, il faut lancer une communauté, il ne faut pas être tout seul parce que là on s'expose. Il faut se mettre à plusieurs. Déjà on est complémentaires, comme vous l'avez dit. En plus, en termes de personnalité, de background, etc., on est complètement complémentaires. Ça s'est fait, on s'est pas choisi pour ça, mais ça s'est fait comme ça. Et il y a un autre point aussi, c'est les présentations. C'est-à-dire quand vous êtes face à un RH, il faut parler RH. Quand vous êtes face au business, il faut parler business. Et quand vous êtes face aux techniques, il faut parler technique. Donc je ne vous dis pas le nombre de présentations que l'on a. Quand je parlais de surfer sur le système, c'est-à-dire quand on est face à un RH, il faut parler people, il faut parler bien-être, il faut parler émotion. Alors, pas sur les slides, mais il faut orienter le discours plus sur les émotions, etc. Quoique, parce que des fois, vous pouvez être face à un RH qui est plus orienté thinking, pensée, merci, qui est plus orienté pensée. Donc, il faut vraiment s'adapter, c'est ça, surfer sur le système. Et puis, vous avoir quelqu'un du business qui, lui, est plus justement émotionnel. Donc, il faut bien connaître son interlocuteur, il faut le sonder avant. Et puis après, vous avez tous les aspects masculin, cerveau féminin. Un RH nous avait dit une fois que Christian avait plus un cerveau, même Rachel d'ailleurs, que Christian avait plus un cerveau féminin et moi plus un cerveau masculin. Ouais, c'est parce qu'on a les deux. Donc, c'est parce que tous on a les deux. On est au clair avec notre partie masculine et féminine. Mais voilà, oui, effectivement, ça apparaît plus. Une femme est au clair avec sa partie masculine et le reste. Je ne sais pas si ça a répondu. On va juste prendre une dernière question avant la pause. Il y a pas mal de ces thématiques qui seront de toute façon abordées tout à l'heure dans la table ronde, donc on pourra continuer sur ces thématiques-là. Bonjour, je voudrais connaître votre position sur le fait de mentionner ou pas dans le CV l'appartenance à Mensa ou à une autre association de ce type. Je pense que c'est une question qui sera abordée tout à l'heure à la table ronde. Je ne sais pas si vous voulez déjà en dire un mot. Je peux juste en dire un mot très rapide. Alors, je vais répondre parce que moi je l'ai fait. Voilà. Je l'ai fait, mais je ne l'ai plus fait. J'explique pourquoi. Je l'avais fait, donc dans la partie hobby. Tout en bas, j'avais mis membre de Mensa. En me disant, si c'est quelqu'un qui connaît, au moins on va se reconnaître entre nous. Parce que moi, avant de connaître le sujet du HPI, je ne connaissais pas du tout Mensa. Je ne savais pas du tout de quoi ça traitait. Donc j'ai eu mon propre préjugé stéréotype. Je me suis dit, s'il connaît, c'est que forcément il l'est. Ou il est concerné. Et puis si c'est quelqu'un qui ne connaît pas, et que je vois que l'environnement n'est pas forcément très favorable, et que quand bien même on en arrive à cette fameuse partie du CV, parce qu'en général elle est souvent passée outre, je m'étais dit, si on me demande ce que c'est Mensa, je dirais, c'est une association qui traite de sujets intellectuels. Ce qui n'est pas faux, je mens pas. Mais je ne m'expose pas. Et sauf qu'une fois, j'ai passé un entretien où la personne savait ce qu'était Mensa, et en l'occurrence pensait être même HPI. Sauf que, à travailler ensemble, quand je parlais d'être maltraitant, elle a vu assez rapidement que finalement elle n'était pas. Et ça a été compliqué. Parce que du coup, l'effet miroir n'était pas bon du tout, parce qu'elle a passé sa vie, donc je pense qu'elle devait être alors je ne vais pas m'amuser à mesurer tous les QI, mais on va dire entre 120 et 130, avait fait d'ailleurs Polytechnique. Donc elle avait l'habitude d'être dans les premiers de la classe, d'être entre guillemets dans les plus intelligents. Et cette fois-là, elle s'est retrouvée face à sa propre limite et ça ne lui a pas plu du tout. Donc, à voir, je serais tentée de dire. Moi, je l'ai fait. Ça s'est mal passé à ce niveau-là, mais je l'ai retiré parce que finalement, j'ai jugé que ce n'était pas si pertinent. Parce que j'ai appris à me réconcilier, on va dire, avec ma surdance. Chose que je n'avais peut-être pas fait à cette époque-là quand je l'avais mis. Et aujourd'hui, que je le sois pas, au final... je m'en fiche un peu, malgré tout mon discours d'avant, c'est pas ça le plus important. C'est de savoir comment je fonctionne
Et c'est plus ça que je vais revendiquer en entretien finalement.